D'abord, il y a une volonté de l'État d'être géré à la manière d'une entreprise et de créer à l'intérieur des États des marchés internes. Donc, on veut vraiment que l'État devienne une machine à productivité pour optimiser constamment les rendements de l'État afin de réduire principalement les coûts. Donc, la nouvelle gestion publique, c'est qu'est-ce qui se passe dans le fond lorsque plusieurs des chefs d'État, comme c'est le cas ici au Québec par exemple, sont des gens issus des entreprises privées. Donc, ils vont concevoir l'État comme une entreprise privée et essayer de le gérer de cette manière-là. Le deuxième concept, c'est que pour arriver à ces fins gestion, il va y avoir une mise en œuvre de mécanismes de surveillance et de reddition de comptes visant à assurer l'efficacité du système, c'est-à-dire des indicateurs de performance. Qu'est-ce qu'on remarque chez nous? Puis on s'excuse, la présentation est très axée sur le Québec, mais ce sont des phénomènes qui se passent à travers le monde. Mais par exemple, un des exemples qui est sorti beaucoup dans les médias au Québec dans les dernières années, c'était les travailleurs sociaux. Donc, le travail social doit aider les gens à se réinsérer dans la société, trouver un logement, trouver un emploi, etc., etc. Pour faire ce processus, les travailleurs sociaux au Québec, présentement, sont obligés de remplir des formulaires qui sont excessivement longs. Ils doivent passer à travers un questionnaire point par point afin de pouvoir s'assurer, afin que les gestionnaires, donc les superviseurs de ces travailleurs sociaux, puissent s'assurer que toutes les questions sont posées pour pouvoir les rentrer dans des logiciels, pour s'assurer que les soins sont, disons, optimisés ou répondent à un algorithme. Mais si vous avez déjà fait des soins qui sont plus sociaux, vous réalisez rapidement que cette méthode ne fonctionne pas vraiment parce qu'il ne laisse pas libre cours à une conversation qui serait un peu plus intuitive. Et en fait, les travailleurs sociaux ont remarqué que faire ces questionnaires-là, dont le but est d'optimiser la reddition de comptes plus que la qualité du travail, mais ça prend beaucoup plus de temps que de faire une entrevue normale. Donc, ils se retrouvent à passer beaucoup de temps à remplir ces documents. Puis je pourrais vous donner d'autres exemples si vous avez des questions là-dessus. Et le troisième concept clé de la nouvelle gestion publique, c'est qu'il faut privatiser les services publics parce que la privatisation serait en théorie plus efficace, selon encore une fois une vision entrepreneuriale de la chose. Donc, on va vous parler plus tard de comment la privatisation affecte la prestation des soins dans un système de santé publique. Donc, il y a vraiment une prémisse de base qui sous-tend ces trois concepts clés, c'est qu'il y a une équivalence entre la gestion privée et la gestion publique. On peut gérer l'État à manière qu'on gère une entreprise. Évidemment, comme on va vous le démontrer, ça ne fonctionne pas vraiment parce que l'objectif primaire d'une entreprise, c'est de gérer des profits au dépend de tout, alors que l'État, son objectif, ce n'est pas de coûter le moins cher. Il y a une vocation sociale, une vocation à base de valeurs. Donc, une autre prémisse, c'est que les modèles de gestion de type entrepreneurial sont plus efficaces que la gestion publique traditionnelle parce que cette manière est trop lourde, ça prend trop de temps, les États sont inefficaces. Si bien que l'État devient une sorte d'entreprise que les citoyens deviennent des consommateurs et la santé se transforme en une commodité comme les autres que les citoyens doivent payer pour avoir accès. Donc, c'est un changement fondamental de la division des services publics qui n'est plus désormais un objectif juste universel, mais souhaite répondre à des demandes et des besoins de plus en plus corporatistes. Un vraiment des exemples les plus flagrants de ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique appliquée en santé, c'est la méthode Lean. Donc, la méthode Lean, succinctement, c'est une méthode de rendement qui a été développée dans les industries, les usines de Toyota, qui consiste à une gestion qui cherche à minimiser le gaspillage. Et une des façons que les entreprises cherchent à minimiser le gaspillage, c'est la technique qu'on appelle just-in-time. Donc, comment que le just-in-time fonctionne? C'est que, par exemple, une entreprise comme Toyota n'aura jamais constamment dans son inventaire tout ce qui est besoin pour construire une voiture, mais va juste faire les commandes nécessaires juste à temps afin de s'assurer de minimiser les coûts au niveau de l'entreposage, de la sécurité, de la gestion des effectifs, etc., etc. En santé, comment ça se manifeste? C'est par exemple que là, on est dans la crise du COVID. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une absence ou un manque de matériel de protection médicale. Une des raisons pour lesquelles il manque de matériel de protection médicale, c'est qu'on veut minimiser le coût d'entreposage. On veut minimiser le coût de devoir renouveler les masques quand ils sont expirés, etc., etc. Et donc, on a des quantités très limitées de matériel de protection qui sont en stock pour minimiser les coûts. Et donc, quand on arrive à une crise majeure, on se retrouve pris de court parce que le just-in-time fonctionne juste dans des systèmes qui sont très contrôlés, comme une usine. Une usine, c'est un environnement contrôlé
Un système de santé, c'est un environnement avec beaucoup de facteurs qui sont difficiles à prédire. Et dans une crise économique comme la nôtre, une crise de santé comme la nôtre, ben, c'est ça qui arrive. Et d'ailleurs, j'aimerais mentionner que le ministre de la Santé, Daniel McCann, était une des plus grandes proposantes de la méthode Lean dans les systèmes de santé. Et on peut en voir les conséquences tous les jours. Donc, je vais essayer de démystifier un peu qu'est-ce qui est le privé, qu'est-ce qui est le public. Parce que parfois, ça peut être un peu compliqué, c'est pas blanc ou noir. Qu'est-ce qui est du système public, qu'est-ce qui est du système privé. Donc, pour essayer de jeter les bases théoriques de ça, pour comprendre qu'est-ce qui est quoi, on parle de financement et de prestations. Un financement peut être public et privé. Si, Juliane, tu pourrais avancer la slide, s'il te plaît. Donc, un financement peut être public ou privé. Et la prestation, donc où est-ce que le soin est donné, peut être public ou privé. Pour commencer avec le financement, quand on parle d'un financement public, c'est un financement qui est fait avec l'argent du gouvernement via les impôts des contribuables ou avec les caisses publiques, donc la SAAQ, l'Assurance automobile du Québec, la CSST. Donc, c'est pris à partir des impôts. Puis, un financement privé, mais ça vient soit du portefeuille individuel du patient qui va payer directement, ou un patient travaille dans une compagnie et a des assurances avec son employeur, puis qui va couvrir certains types de soins. Ça, c'est privé. Ou un financement privé, ça peut être avec des fondations. Au Québec, une fondation qui est très, très active dans le système de santé, c'est la Fondation Lucie-André Chagnon, la FLAC qu'on appelle, qui est très active, qui finance beaucoup différents programmes au niveau de la santé, mais ça, c'est vraiment un financement qui est privé. Puis après ça, on parle de la prestation, donc le lieu où est-ce que le soin est donné. Là encore, on a la division publique et privée. Une prestation publique, c'est par exemple un CIUS, ça c'est les regroupements d'hôpitaux divisés en territoires, les hôpitaux, les instituts comme l'Institut de cardiologie, l'Institut de santé mentale, les CHSLD, donc les centres d'hébergement des soins longue durée, ceux qui sont peut-être moins familiers avec le système québécois. Puis une prestation privée, c'est des cliniques médicales privées, des hôpitaux privés et des GMF. Ça peut surprendre certains de penser que les GMF, c'est une prestation privée. GMF, c'est un groupe de médecine familiale. Au Québec, on a beaucoup de cliniques qui fonctionnent selon cette organisation-là. Donc, un GMF, oui, c'est financé par le... Si, Juliane, tu pourrais changer de slide. Donc, c'est ça que je parlais de la prestation, donc public ou privé. Donc, le GMF, oui, c'est un financement qui est public, mais l'endroit est privé. C'est-à-dire que le gouvernement va louer ces endroits-là. Ça n'appartient pas au gouvernement. Souvent, les GMF sont gérés par des gestionnaires, puis ils sous-traitent à des différents contracteurs pour les équipements. Parfois, ils vont avoir affaire à des agences pour des infirmières qui ne viennent pas du public. Donc, toute l'organisation à l'intérieur du GMF est privée. D'ailleurs, il y a une statistique québécoise en 2017 qui disait que 74% des GMF, donc des groupes de médecine familiale, sont des sociétés par action. Une société par action, même si ça travaille dans le système de santé, l'objectif final, c'est un objectif de profitabilité. Parce qu'une société par action, il faut que ça fasse du profit. Puis, bien sûr, les GMF ont un fardeau fiscal qui est allégé par l'intégration fiscale. Ça représente vraiment un gros agent de privatisation dans le système de santé. On peut avancer de diapositive. Donc, ça, c'est un tableau qui regroupe ce que je viens de dire. Donc, d'un côté, le financement, de l'autre côté, la prestation. Pour essayer de, quand on se demande est-ce que ce soin-là il est privé ou public, on peut le mettre dans ce tableau pour essayer de mieux comprendre. Donc, un financement public avec une prestation publique, on a les hôpitaux, CLSC, CHSLD, Institut. Un financement public avec une prestation privée, on a les GMF dont j'ai parlé, d'autres cliniques médicales, certains examens de radiologie. Ensuite, un financement privé avec une prestation publique, il y a les soins et les équipements qui sont payés par des fondations d'hôpital. Par exemple, un hôpital peut avoir de l'équipement, je ne sais pas, de radiologie qui a été payé par la fondation de l'hôpital qui, elle, récolte des dons de donateurs privés. Donc, ce n'est pas vrai que dans un hôpital, tout l'équipement appartient au gouvernement, est payé par les impôts, etc. Puis ensuite, un financement privé, une prestation privée, là, c'est des cliniques qui sont complètement privées. Au milieu, on a mis PPP. Ça veut dire partenariat public-privé. C'est un peu un mix de tout ça.
Des exemples très connus des années récentes au Québec, c'est le CHUM et le CUSUM, donc le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et le Centre universitaire de santé de McGill, qui sont deux vraiment immenses hôpitaux qui ont été construits en partenariat public-privé. Les problèmes avec les partenariats public-privé, c'est qu'on a l'impression que ça allège le fardeau fiscal parce que, dans le fond, le gouvernement loue les bâtisses à un consortium privé. Donc, il va payer un petit peu au fur et à mesure. Le bâtiment n'appartient pas au gouvernement. En Angleterre, ils ont fait beaucoup de PPP, partenariats public-privé, par le passé. Puis là, dans les dernières années, ils ont décidé d'arrêter d'en faire parce qu'ils ont constaté avec certaines études que les coûts étaient même plus élevés quand ils faisaient ces types de projets-là. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est des gestionnaires privés qui construisent les hôpitaux puis que c'est eux qui les gèrent, c'est avec le bâtiment appartiennent, il y a souvent des gros dépassements de coûts. Puis, tout est sous-traité au privé. Donc, l'entretien ménager, par exemple, les équipements médicaux, etc., c'est vraiment plus facile d'avoir des dépassements de coûts divers. On a une question de Camila Rodriguez qui demande pourquoi est-ce qu'avec la privatisation semble s'ajouter une lourdeur administrative? Je peux tenter de répondre à cette question. Donc, dans ma partie, j'ai parlé un peu de néolibéralisme. Donc, parmi les tenants du néolibéralisme, c'est la reddition de comptes et la nécessité de prendre constamment des statistiques sur les choses. Donc, la privatisation, il y a un mythe que la privatisation, c'est moins lourd administrativement que le public. En fait, quand on regarde les statistiques aux États-Unis sur le coût de la santé, donc les États-Unis qui ont un système de santé avec beaucoup de privatisation, ce qu'on remarque, c'est que les coûts administratifs sont énormes parce qu'il y a tellement de gens qui sont affairés à faire cette reddition de comptes, notamment au nom des compagnies d'assurance. Donc, une compagnie d'assurance, c'est par exemple quand vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner ici au Québec dans un système de santé universel, ben, vous rentrez, vous faites traiter, puis c'est tout. Aux États-Unis, par exemple, quand vous rentrez, là, il faut faire une demande d'assurance pour que le médecin s'assure que vous êtes assuré, que vous êtes éligible pour les soins. Donc, toutes ces étapes de s'assurer que le soin est prodigable. Juliane, je crois que votre micro a coupé. Je ne sais pas si Noémie, peut-être, vous pouvez répondre à la question en complétant ce que Juliane disait. Donc, je vais juste voir s'il va revenir. Oui. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, je ne suis pas certaine. Je pense que son écran est gelé. OK. On peut continuer si vous voulez la présentation, puis quand son écran va dégeler, il répondra à la question. OK. Mais là, vous, en ce moment, est-ce que vous voyez ces diapositives? Oui, en ce moment, il y a une diapositive qu'on voit. OK. Donc, c'est rendu sa partie, mais je vais essayer d'expliquer brièvement en quoi ça consiste. OK. Donc, on peut attendre un peu aussi si vous voulez. Ah, il est en train de se reconnecter. OK, parfait. Ça ne sera pas long. J'ai peut-être une question en attendant que Juliane se reconnecte pour Noémie. Oui. Fait que j'ai pas très bien compris comment ça marche pour le PPP dans le cas du CUSUM et du CHUM. Fait que dans le fond, les bâtisses n'appartiennent pas au gouvernement. Fait qu'elles ont été... Est-ce que tu pourrais peut-être juste donner un peu plus d'informations là-dessus en attendant? Oui, absolument. Donc, le gouvernement demande à des consortiums de construction de construire des bâtisses qui vont appartenir à ces gestionnaires privés-là. Donc, les gouvernements vont signer des contrats. Par exemple, pour le CHUM, c'est un contrat de 30 ans qui dit que pendant 30 ans, le gouvernement va payer un loyer à chaque mois, ou je ne sais pas c'est quoi leur modalité, mais va payer un loyer à ces gestionnaires privés-là. Donc, la bâtisse ne leur appartient pas. Ça appartient vraiment au privé, mais il y a un contrat comme quoi le gouvernement va louer à chaque mois. Et une des conséquences de ces pactes PPP-là, c'est que quand, par exemple, le gouvernement, lorsqu'il y a eu un problème que je peux vous montrer au CHUM, donc un des hôpitaux de Montréal, les douches, les planchers des douches ne coulaient pas vers le drain, mais coulaient vers l'extérieur de la chambre, donc l'eau coulait à l'extérieur de la chambre. Ça a pris plusieurs mois pour pouvoir contacter l'entreprise privée qui possédait le bâtiment, puis les coûts étaient exorbitants.
Par exemple, pour remplacer des switches de lumière qui étaient défaillants, ça coûtait comme 10 000 $. Donc, vu que c'est l'entreprise privée qui décide quand est-ce qu'ils font les réparations, bien, il y a un dépassement de coûts énorme qui peut se passer parce que les bâtiments ne nous appartiennent pas, puis c'est les entreprises privées qui les gèrent. Okay, donc, je suis désolé d'avoir déconnecté, j'ai des problèmes un peu avec mon Internet, mais je vais continuer. Donc, on parlait de financement public as a percentage of total spending. Donc, ce qu'on voit dans le CDS, c'est que 70% des services sont couverts par par le gouvernement. Au Canada, on est proche de la moyenne, on est un peu au-dessus de la moyenne, mais finalement, il y a beaucoup de grande partie, 30% des soins de santé qui ne sont pas couverts par le public. Puis là, vous voyez Government Transfers versus Social Contributions. Donc, il y a deux systèmes de santé qui sont un peu préconisés dans les systèmes universels d'assurance publique. Un système qu'on appelle Bédérigien et un système qu'on appelle Bismarckien. Donc, les systèmes qui sont Bédérigiens dérivent de Lord Beveridge, qui est un Anglais, qui a aidé à la fondation du National Health Service. Puis ça, c'est vraiment lorsque le gouvernement va payer en entièreté à travers les taxes pour le système de santé. Le système bismarckien, c'est qu'il va y avoir des grosses compagnies d'assurance très larges qui sont obligées de couvrir tout le monde. Et de par le fait qu'ils sont obligés de couvrir tout le monde par la loi, bien, ça devient des systèmes de santé publique, malgré le fait que ce sont des entreprises qui sont gérées un peu plus de manière privée. Donc, le système bismarckien émane d'Allemagne. Donc, on peut voir que, par exemple, au Canada, dans le système bédérigien, c'est le gouvernement qui paie presque à 100% la partie du public qui est financée pour le système de santé, alors qu'en Allemagne, il y a des contributions sociales qui font une grande partie de ces financements-là. Mais au final, ce sont des systèmes qui sont universels, qui sont publics. On se dit souvent qu'il y a des avantages aux cliniques à but lucratif, que les cliniques à but lucratif, ça fonctionne mieux parce que le privé, c'est mieux. Il y a comme une illusion que le public fonctionne moins bien, qui a été disséminée dans l'idéologie populaire. Aux États-Unis, ce qu'on remarque, c'est que les soins de santé sont 19% plus chers dans les établissements à but lucratif. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans le Canadian Medical Association Journal en 2004. Donc, on sait que les soins de santé dans les établissements à but lucratif sont plus chers, notamment à cause de tous les frais administratifs que j'ai mentionnés tantôt en répondant à la question de notre collègue, mais aussi parce que, comme le mentionnera Noémie plus tard, il y a des incitatifs différents dans un établissement à but lucratif. On attribue également plus de 1200 à 4000 décès associés aux cliniques à but lucratif en hémodialyse parce qu'il y a des standards qui sont moins bons. Beaucoup des systèmes de santé publique font maintenant de la sous-traitance. On l'a remarqué au Québec aussi, on a commencé à faire de la sous-traitance de chirurgie à des cliniques privées. Bien, ces chirurgies sont plus chères. Ça coûte 11% plus cher au National Health Service. Dans ce cas-là, les études au Canada, au Québec ne sont pas encore parues, mais les résultats préliminaires disent que ça coûte moins cher. Pourquoi ça dit que ça coûte moins cher? Bien, en fait, on va en parler plus tard, mais les cliniques privées sont capables de sortir tous les dépassements des coûts et les donner au privé. Donc, quand il y a des complications dans un hôpital de chirurgie privée, les patients ne peuvent pas rester la nuit à l'hôpital de chirurgie privée, donc ils les envoient dans les hôpitaux publics pour se faire traiter. Et donc, tout ce qui est complications, tout ce qui est dépassement de coûts est transféré au système public, et donc les cliniques privées peuvent se targuer d'être moins chères, mais au final, c'est parce qu'ils jouent avec les statistiques. Donc, si jamais vous voyez quelqu'un dire que les cliniques de chirurgie privée coûtent moins cher, c'est parce que la clinique de chirurgie privée ne prend pas soin des infections subséquentes ou des complications subséquentes à la chirurgie. Donc, au Québec, quand on dit au Québec, au Canada, quand on dit 70% des soins sont publics, 30% sont privés, tout ce qui est public, c'est vraiment tout ce qui est traité par un médecin principalement et tout ce qui se passe en hôpital. Donc, en hôpital, toute la réhabilitation, tous les soins qui sont prodigués par un psychologue, ça va être couvert par l'assurance publique. Les soins qui sont prodigués par des médecins dans des cliniques, ça va être, la plupart du temps, vont être au public, mais on peut avoir accès au privé si on a les moyens. Et qu'est-ce qui est privé? Dans le fond, beaucoup des soins qui sont extra-hospitaliers. Par exemple, si vous avez envie de voir un physiothérapeute, un psychologue, un dentiste, un optométriste, la plupart du temps, ça va être de votre propre poche, à part si vous rentrez dans des petites cases prédéfinies. Par exemple,
à l'installation de la RAMQ, les soins dentaires étaient admissibles pour tous les jeunes en bas de 18 ans. Mais plus les années ont avancé, mais plus il y a eu la privatisation, plus on a coupé cet accès-là. Puis là, présentement, la tranche d'âge qui est éligible à des soins dentaires gratuits est vraiment plus basse. Les médicaments, il faut une assurance privée pour avoir ça. Puis cette assurance privée est reliée à votre emploi, évidemment, la plupart du temps. Et donc, c'est un peu volatile parce que vous pouvez perdre votre emploi à tout moment et perdre votre assurance. Donc, on va en parler un peu plus loin par rapport à ça. Donc, vraiment, quand on parle de 70% privé versus 30%, 70% public versus 30% privé, c'est ça. Je vais dresser un petit portrait historique de comment est-ce qu'on est arrivé à avoir autant de privatisation dans notre système de santé au Québec. Tu peux changer, Juliane. Donc, premièrement, il faut faire la distinction entre privatisation passive et privatisation active. La privatisation passive, c'est quoi? C'est quand le gouvernement fait des actes pour réduire la force du système de santé publique sans dire nécessairement, on veut avoir du privé. Mais il va faire des actes qui vont diminuer la force du système, par exemple, avec des budgets d'austérité, comme on a pu voir avec le premier ministre Philippe Couillard il y a quelques années, ou en excluant certains des examens qui sont couverts sous l'assurance maladie. Juliane en a parlé un petit peu, mais à la création de l'assurance maladie, pour vous donner un exemple, en 1970, les frais d'optométrie étaient couverts pour les gens de 65 ans et plus et pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Puis là, à peu près à toutes les 5-6 ans, il y a certaines tranches d'âge qui ont été exclues de ça. Donc, de moins en moins de gens qui ont été couverts. Par exemple, ils ont commencé à monter l'âge pour les gens qui étaient inclus les plus aînés. Puis les plus jeunes, ils ont enlevé des groupes d'âge, par exemple les 14 à 18 ans, des gens qui étaient couverts pour des services d'optométrie. Donc, lentement, petit à petit, on réduit la couverture des services publics. On parle aussi de frais accessoires comme exemple de privatisation passive, j'en parlerai un peu plus tard. La privatisation active, c'est vraiment, on fait des actes qui encouragent directement le privé. Par exemple, le jugement Shaoli, que je vais expliquer à la prochaine diapositive, ou des partenariats publics-privés dont j'ai parlé un petit peu avec le CHUM, le CUSUM, différents types de projets pilotes de chirurgie, par exemple. Le jugement Shaoli, si Juliane, tu peux changer, merci, c'est un jugement qui a été passé en 2005 à la Cour suprême qui a permis à des Québécois d'avoir des assurances duplicatives. Ça veut dire d'être couverts avec l'assurance maladie pour, par exemple, une chirurgie de la hanche, mais avec une assurance privée de son employeur, par exemple, d'aussi avoir la chirurgie de la hanche au privé. Parce qu'avant 2005, comment ça fonctionnait? C'est qu'ils ne pouvaient pas avoir d'assurance duplicative. Ça veut dire qu'un acte qui était fait sous l'assurance maladie, par exemple une chirurgie de la hanche, ne pouvait pas être fait aussi sous le système privé. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Puis là, Dr Shaoli, qui est un médecin qui travaillait à Montréal, trouvait qu'il ne pouvait pas assez voir de patients à cause de ça. Dr Shaoli, c'est un médecin qui était non participant. Ça veut dire qu'il ne travaille pas sous l'assurance maladie. Donc, il a amené son cas à la Cour suprême, puis la Cour suprême a rendu un jugement vraiment très controversé qui a levé l'interdiction d'avoir une assurance qui ne pouvait pas être duplicative. Donc, à cause de ça, maintenant, par exemple, vous pouvez avoir une chirurgie de la hanche, une chirurgie du genou, chirurgie de cataracte. C'est certains actes que maintenant peuvent être faits au privé et au public. Donc, ça a vraiment permis au privé de développer toute une offre de services qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Je vous donne un exemple. Avant, quand tout ça était interdit, un chirurgien plastique pouvait faire des injections de Botox, par exemple, au privé, parce que ce n'était pas couvert sous l'assurance maladie. Alors que maintenant, il y a plein d'actes qui sont couverts par l'assurance maladie, comme les chirurgies que j'ai mentionnées, qui peuvent aussi être faits au privé. Donc, la privatisation au Québec, ça passe aussi par l'augmentation du nombre de médecins qui ne participent pas à l'assurance maladie, donc qui travaillent vraiment au privé. En 2000, au Québec, il y avait 18 médecins qui ne travaillaient pas sous l'assurance maladie, mais en 2019, il y en a 500. Donc, c'est vraiment une augmentation assez drastique. Puis, il y a un recrutement qui se fait de la part des cliniques privées qui recrutent des médecins qui ne vont pas participer sous l'assurance maladie, qui se fait dès la résidence. Donc, ils vont venir voir les résidents pour les encourager à travailler dans ces cliniques-là. Depuis quelques années aussi, il y a vraiment une multiplication de cliniques qui ne participent pas à l'assurance maladie, qui sont privées, qui soit vont solliciter l'argent directement des patients ou à travers leurs assurances. Il y a même des cliniques récemment qu'on voit qui offrent ce qu'on appelle des forfaits annuels.
Un forfait annuel, c'est quoi? C'est exemple, moi, en tant que patient, je vais payer, je ne sais pas, 500 $ à une clinique privée par année. Puis avec ce 500 $-là, je vais avoir accès à 2 examens physiques par année, un examen de tapis roulant, voir si ma santé cardiovasculaire va bien, puis 2, 3 tests de labo sanguin. Mais ça, souvent, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une médecine qui n'est pas fondée sur les évidences, parce que ce n'est pas de l'évidence scientifique qu'on a besoin d'avoir un examen de tapis roulant à chaque année ou qu'on doit avoir plusieurs prises de sang. Une clinique privée doit potentialiser ses profits, doit faire plus de profits, doit faire rouler la clinique. Donc, faire passer plus de tests, bien, c'est plus lucratif. Donc, dans cette optique-là, ils vont peut-être faire des tests qui ne sont pas nécessaires, donc ce n'est pas fondé sur l'évidence scientifique. Ensuite, la privatisation au Québec, on parle aussi de frais accessoires. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, les frais accessoires, c'est quoi? C'est des frais qui sont exigés aux patients lors des visites médicales pour des services qui sont déjà assurés. On parle de gouttes ophtalmiques, d'agents de sédation pour les colonoscopies, des vasectomies. On pense beaucoup à des médecins qui facturaient les patients pour des papiers pour des arrêts de travail ou pour des accidents de travail. Il y a eu une loi en 2017 pour abolir les frais accessoires au Québec, mais ce n'est pas vrai que ça les a abolis complètement. Il y en a encore qui subsistent, particulièrement pour tout ce qui est paperasse d'arrêt de travail, comme j'ai mentionné, d'autres paperasses que le patient a besoin de remplir. Il va voir son médecin avec ça, puis le médecin va lui demander des frais pour ça. Mais les frais accessoires, c'est vraiment une intrusion de privatisation dans notre système de santé publique. C'est complètement contraire aux principes de gratuité et d'accessibilité qui sont établis par la loi canadienne sur la santé. C'est contraire au code de déontologie des médecins. Puis surtout, c'est que ça fait une grosse barrière pour les patients qui sont plus démunis parce que ces frais-là, par exemple, pour la paperasse, même si c'est des petits frais, je ne sais pas, 10 $ pour un arrêt de travail, bien, en s'accumulant, ça fait beaucoup, puis ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Donc, les conséquences de la privatisation, premièrement, de leur nature à but lucratif, les cliniques privées hors AMQ, donc hors assurance, offrent des pratiques avec des patients qui sont moins lourds, qui ont moins de comorbidité. Pourquoi? C'est parce que souvent, c'est les patients qui ont une assurance. Et pour avoir une assurance privée, en fait, souvent, il faut avoir de l'argent, notamment, ou à travers un emploi. N'importe qui a un emploi qui fait de l'argent, par la nature de comment fonctionnent les médicaments sociaux de la santé, va sûrement être moins malade que les autres patients qui n'ont pas accès à l'assurance. Donc, les cliniques privées hors AMQ ou n'importe quel soin qui est à l'industrie privée va avoir des patients qui sont moins lourds, moins compliqués. Les cas sont moins compliqués, donc ça prend moins de temps pour les voir. Les actes sont plus rentables parce que tu vas charger, disons, 30 minutes pour ton rendez-vous, mais le rendez-vous peut prendre 15 minutes ou va rarement dépasser parce que les patients sont moins malades que quand tu vas voir des patients qui sont, par exemple, sans abri. Et ces patients-là, évidemment, il faut prendre plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de choses à considérer. Les patients sont plus instruits et ont une meilleure santé. Et en général, les cliniques privées, il n'y a pas les complications de leurs procédures qui sont envoyées à l'hôpital public. Tout ça fait que lorsque les gens qui disent que le système privé coûte moins cher, c'est plus efficace, mais dans le fond, c'est un mensonge. Qu'est-ce qui coûte moins cher? C'est parce que c'est un système qui crée un système à deux vitesses pour les plus riches et les plus pauvres. Les plus riches peuvent aller aux cliniques privées, les plus pauvres ne peuvent pas. Et donc, les cliniques privées se retrouvent avec tous les patients qui sont plus faciles à traiter, moins chers à traiter, plus efficaces à traiter. Et le système public devient forcé à prendre les patients qui sont plus malades et donc plus difficiles à traiter. Et le public va au final coûter plus cher et plus lent à cause de cette raison-là. Une autre des conditions, des conséquences de la privatisation, c'est que ça crée, comme je l'ai dit, un système à deux vitesses qui draine les ressources médicales professionnelles du réseau public. Qu'est-ce qui se passe à travers le néolibéralisme que j'ai mentionné plus tôt? C'est que le travail dans le système public devient de plus en plus exigeant, plus fatigant, les ressources sont pas bonnes, les conditions de travail sont moins bonnes. Au Québec, il y a beaucoup de scandales qui se passent présentement sur les infirmières sont obligées de faire du temps supplémentaire et se retrouvent à faire des erreurs médicales plus souvent à cause de ces temps supplémentaires-là. Et les travailleurs de la santé qui voient que le système public est continuellement en train de se faire attaquer par la privatisation, puis l'austérité, puis le néolibéralisme, ces gens-là vont aller travailler au privé. Et donc, on perd des ressources humaines. Et
par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que les réseaux privés est vraiment plus difficile à être organisé par les réseaux publics. Qu'est-ce qui se passe au Québec et au Canada aussi? C'est que beaucoup des centres où est-ce qu'on logeait les personnes, les aînés, les gens qui avaient des santé plus fragiles, ben, sont gérés de manière privée. Puis, ça, c'est pas pour dire que les publics sont 100% mieux, parce qu'à cause de la privatisation, à cause du néolibéralisme, les soins offerts dans les centres publics sont vraiment diminués aussi. Mais dans les CHSLD privés, ce qu'on a remarqué, c'est que vu que l'objectif de ces entreprises-là, c'est de faire du profit, ben, les soins viennent en deuxième place. Et donc, on a eu des gros scandales parce qu'il y a des dizaines de patients qui ont été retrouvés morts dans un CHSLD privé sans aucune personne qui était là pour les aider, parce que la recherche du profit avait minimisé les soins qui étaient prodigués à ces patients. Ça crée des inégalités aussi, la privatisation, où est-ce que ceux qui peuvent payer peuvent avoir des meilleurs soins, puis ceux qui ne peuvent pas, se retrouvent dans des systèmes publics où est-ce qu'il y a une grande concentration de patients plus malades, et ça retarde, ça ralentit la qualité des soins, parce que vu que les patients sont plus malades, les ressources sont plus en demande, et ça fait que les soins en souffrent à cause du fait que les ressources sont diminuées. Et en général, plus il y a de privatisation, mais comme je vous l'ai expliqué, plus les proposants du privé vont essayer d'utiliser ces arguments-là pour dire que le privé fonctionne mieux que le public, et que les gouvernements qui sont pro-privé, pro-néolibéralisation, pro-austérité, vont justifier leur réduction de dépenses dans le système public en disant que le privé fonctionne mieux. Donc, plus on laisse la place au privé, plus on affaiblit le public, et plus les gouvernements qui sont souvent néolibéraux vont utiliser ces arguments-là pour réduire les dépenses en santé en disant ben là, le public, ça ne fonctionne pas, le privé, c'est mieux. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on traite moins bien nos patients. Et donc, c'est vraiment le principe des vases communicants. C'est que si on décide de mettre plus d'argent d'un côté que de l'autre, ben on va perdre des ressources d'un bord, puis le vase du public va être moins capable d'abreuver les patients qui en ont besoin. Donc, je vais passer rapidement pour expliquer un peu qu'est-ce qu'il a fait au Québec au niveau du gouvernement, qu'on a diminué progressivement la force du système public. Avant ça, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez en tête des idées de réformes gouvernementales qui auraient pu arriver dans les dernières années qui ont affaibli la force du système public? Ah, là, Juliane a mis la réponse. Bon. OK. Bien, si vous n'avez pas d'idée, je vais vous les expliquer. Donc, au fil des années, il y a eu vraiment plusieurs réformes faites au niveau du gouvernement qui s'inscrivent dans l'idéologie néolibérale, qui servent à décentraliser puis à enlever du pouvoir au public petit à petit, à centraliser à mettre le pouvoir dans des instances qui vont décider à la place des usagers du système de santé. En 1992, au Québec, il y a eu la création des régies régionales de la santé et des services sociaux. Déjà, c'était un rassemblement de plusieurs instances plus locales. Donc, ça a mis le pouvoir plus proche du gouvernement. Ensuite, en 2003, ces régies-là ont été transformées, puis il y a eu la création des CSSS, qui sont l'ancêtre des CIUS, qui sont dans le fond les organisations territoriales de santé. Ça, c'était la réforme Couillard en 2003. Puis, il y a eu beaucoup de critiques de la part de plusieurs intellectuels qui s'y réfléchissent sur le système de santé, sur les réformes de 1992 et 2003, qui ont montré que ça n'a pas diminué la bureaucratie. Au contraire, il y a eu plus de bureaucratie. C'est pas plus efficace, puis que, comme je disais, il y a moins de pouvoir démocratique aux usagers puis aux personnes qui agissent au niveau local. Puis ensuite, il y a la fameuse réforme très néolibérale du ministre de la Santé Barrette en 2014-2015. Ces deux lois les plus connues, dont on a entendu beaucoup parler, c'est le projet de loi 10 puis le projet de loi 20. Le projet de loi 10, ça consistait en la fusion des CIS, qui sont venus après les CSSS, donc de CSSS à CIS à CIUS. Donc, encore, on ramène le pouvoir plus proche du gouvernement. Ça a centralisé ce pouvoir-là dans les mains du ministre Barrette, qui maintenant pouvait nommer des dirigeants puis des membres du conseil administratif par le ministre de la Santé lui-même. Donc, c'est sûr que si on a un gouvernement qui a une idéologie néolibérale puis qui veut diminuer la force du système public en investissant moins ou en permettant plus une intrusion du privé, c'est sûr que si ce gouvernement-là a plus de pouvoir, en ayant plus de mainmise, par exemple, sur les conseils d'administration des CIUS, bien, c'est sûr que ça les aide à accomplir ce qu'ils veulent faire. Puis, le regroupement de ces différents territoires-là en des instances plus grandes, qu'est-ce que ça a fait aussi? Bien, au détriment
des patients, ça a regroupé des territoires qui ne vont pas vraiment ensemble. Je vous donne un exemple. Sur le territoire de Montréal, il y a plusieurs CIUS. Il y en a un qui s'appelle le CIUS Centre-Sud, qui avant était plusieurs petites organisations administratives. Bien maintenant, c'en est qu'une seule grosse administration, puis ça regroupe le quartier Pointe-Saint-Charles, qui est un quartier plutôt défavorisé, puis le plateau Mont-Royal, qui est un quartier plutôt embourgeoisé. Bien, c'est deux réalités complètement différentes. Puis là, on les regroupe ensemble sous la même administration au détriment du patient parce que bien, il y a moins d'usagers qui sont dans l'administration, qui aident à prendre des décisions démocratiques, vu que c'est une instance beaucoup plus grosse. Les effets de cette succession de réformes et d'organisations, j'en ai parlé un petit peu, mais ça déstabilise vraiment le système de santé. Ça a une lourdeur administrative parce qu'à force de changer les territoires, puis les organisations, puis les instances, bien, à chaque fois, il faut reformer du personnel, il y a des changements dans les protocoles, il y a plein de changements qui amènent une grosse lourdeur administrative, puis au final, ça ne va pas vraiment aider le patient sur le terrain. C'est vraiment valoriser la quantité des soins sur la qualité. Puis là, je suis désolée, si c'est possible juste de revenir en arrière. Je n'ai pas parlé du projet de loi 20 dans la réforme Barrette, excusez-moi. Donc, le projet de loi 20 de la réforme Barrette, qui était sa deuxième grosse loi, c'est l'instauration de cibles de quotas que les médecins de famille devaient voir. Donc, les médecins de famille devaient avoir un nombre de patients X, sinon ils allaient être coupés de 30 % de leur salaire. Ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est vraiment, ça favorise une vision productiviste. Il faut voir le plus de patients possible au détriment des patients les plus vulnérables. Parce que des médecins qui voient des patients plus vulnérables, ça prend plus de temps, voir un patient plus vulnérable. Puis là, s'il y a un quota, ça favorise la quantité sur la qualité. Puis ces patients vulnérables-là vont être moins pris en charge à cause de ça. Donc, pour revenir à la suivante, c'est ça, c'est vraiment la quantité des soins plus que la qualité. Les patients vulnérables sont plus pénalisés. Puis pendant ce temps-là, on présente le privé comme une alternative viable, mais on fragilise le système de santé publique d'un côté, on présente le privé comme une alternative viable de l'autre. Bien, ça, c'est vraiment un exemple très parlant de privatisation passive. J'ai vu qu'on avait des questions, puis je vais y répondre à travers, je pense, les prochains slides que je vais présenter. Donc, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais pour les formes d'assurance maladie, la grande majorité des gens ne peuvent pas assumer vraiment les coûts reliés aux soins de santé. Ça coûte excessivement cher, les soins de santé. Aux États-Unis, une des causes principales de la faillite personnelle, en fait, la cause principale de faillite personnelle, c'est les coûts de santé. C'est pour dire à quel point la santé coûte cher. Universaliser et pour les répartir collectivement en société. C'est le concept de solidarité sociale. Le concept que si mon voisin ne va pas bien, je ne vais pas bien. En tant que société, on avance ensemble ou on n'avance pas. Contrairement à ce que quelques leaders célèbres du néolibéralisme disaient, on vit dans une société, puis la société doit coopérer si elle veut avancer, notamment sur les problèmes majeurs de la société comme une pandémie ou comme la crise écologique que Dr. Sylvie a présentée auparavant. Si la société ne coopère pas ensemble en entièreté pour régler ce problème-là, ces problèmes-là ne pourront pas être réglés. C'est la même chose pour la santé. L'idée, c'est donc qu'en santé, environ 10% des comptes pour environ 60% de tous les coûts en santé. Les personnes qui sont les plus vulnérables, les aînés, les gens qui sont appauvris, qui sont marginalisés par la société, les gens qui ont des problèmes de santé graves, qu'ils soient génétiques ou mentaux ou autres. Et ces gens-là coûtent cher à la société, mais en mettant tout l'argent ensemble, on est capable de payer pour eux. Et dans un système privé, qu'est-ce qui se passe? C'est que les assureurs vont utiliser des logiques actuariales pour s'assurer que ces 10% de gens-là ne soient pas assurés parce qu'ils coûtent trop cher à leur régime d'assurance. Et donc, ces gens-là vont se retrouver laissés sans soins de santé. Ils vont en souffrir plus, en mourir plus. Bon, les deux questions qu'on a reçues qui étaient similaires, c'est que on se demande la question, est-ce que le système privé diminue l'effet d'attente du système public? Puis est-ce qu'il y a un engorgement du système public? Comment est-ce qu'il y a un engorgement du système public avec des cas complexes dans le contexte de la privatisation? Si ces cas sont déjà dans le système à la base, qu'ils soient privés. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces deux arguments-là? C'est l'idée que le privé va réussir à réduire le temps d'attente et que les cas complexes pourront être mieux vus dans ce cas-là. En fait,
qu'est-ce qui se passe quand on laisse place à un système privé? C'est qu'à cause qu'on n'arrête pas de dire que le système privé fonctionne bien, on utilise l'illusion que le système privé fonctionne mieux que le système public, ben, on va couper les ressources au système public. Et donc, le système public va se retrouver à avoir des files d'attente plus longues parce que le gouvernement s'est dit, ah, ben, le privé va s'en occuper. Au final, le privé s'occupe d'une petite partie, mais le public, à cause des coupes qui sont reliées à l'augmentation de la part du privé, ben, va perdre des ressources humaines et va être moins capable de gérer. Un exemple qui est très bon en Australie, ils ont récemment commencé à privatiser de plus en plus leurs soins de santé. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu une explosion des coûts de soins de santé. La qualité des soins de santé a diminué dans le système public et les gens en souffrent énormément. Donc, je vous recommande d'aller sur Google et de regarder, on n'a pas le temps d'en parler plus en détail, mais d'aller voir ce qui s'est passé en Australie lorsqu'ils ont fait la privatisation de leur système de santé, ce qui s'est passé dans les dernières années. Donc, c'est un bon exemple pour voir qu'est-ce qui se passe quand on privatise un système de santé. Je vais vous parler un petit peu de solutions publiques, de solutions pour un système de santé public fort. C'est des idées que MQRP, des idées pour lesquelles MQRP milite depuis longtemps. C'est sûr, je ne pourrais pas les expliquer en détail faute de temps, mais juste pour vous donner une petite idée. Donc, pour nous, premièrement, un système de santé publique fort, ça passe par une réorganisation des modèles de soins, avec beaucoup de modèles multidisciplinaires qui gèrent les maladies chroniques pour essayer de prévenir des hospitalisations puis des complications. Un meilleur système de référence aux spécialités médicales, des investissements plus ciblés, particulièrement dans les services chirurgicaux. Un point très important de la réorganisation du modèle de soins dans un système de santé publique qui fonctionne bien, c'est la création de centres ambulatoires publics. Je vous explique, c'est qu'au Québec, un patient qui n'est pas inscrit à un GMF, qui n'a pas de médecin de famille, c'est très difficile pour lui d'aller dans un sans rendez-vous parce qu'il y a, par exemple, une grippe. Les GMF, la majorité d'entre eux ont des sans rendez-vous, mais c'est juste pour les patients qui sont inscrits sous leur GMF. Donc, des fois, ils ont des petites plages horaires pour les patients qui ne sont pas inscrits, mais c'est comme 5-6 patients qui doivent faire la file le matin à 7h30. Donc, ça reste très difficile pour les patients qui ne sont pas inscrits avec un médecin de famille d'avoir un sans rendez-vous. Et souvent, ils se ramassent à l'urgence et ça engorge les urgences. Puis là, on dit, bien, il y a des longues listes d'attente aux urgences, ça n'a pas d'allure. Mais si on investissait dans des centres ambulatoires publics, ça désengorgerait les urgences. Ensuite, un système de santé publique fort, ça passe par un meilleur contrôle du prix des médicaments. En ce moment, il y a des instances qui s'assurent du contrôle des prix des médicaments, puis qui négocient les médicaments, mais ce n'est pas des instances qui sont très puissantes, qui sont vraiment très, très actives dans le contrôle sur les médicaments. Puis, comme mon collègue l'a mentionné précédemment, au Québec, il y a un régime d'assurance médicaments, mais il y a vraiment peu de gens qui y participent. C'est seulement pour des gens qui sont très, très défavorisés ou des enfants de gens qui sont très défavorisés. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui en profitent. MQRP pense qu'un régime public d'assurance médicaments universel, ça serait mieux pour les patients, ça permettrait un meilleur accès. Puis ça permettrait que nous, on puisse, les Québécois et Québécoises, mieux négocier le prix des médicaments, même en faire ici, par exemple, avoir des laboratoires de production pour que les gens aient plus accès aux médicaments. Ensuite, le système de santé fort, ça passe vraiment par la prévention puis agir sur les déterminants sociaux de la santé. Vous les connaissez, les déterminants sociaux, mais bon, les inégalités sociales, la pauvreté, un bon accès à l'emploi, une alimentation saine, accessible pour tous, l'éducation puis l'environnement. Ça, c'est certain. Puis ensuite, comme j'ai mentionné, la prévention sur la prochaine diapositive. Merci. La prévention, extrêmement important d'avoir des dossiers médicaux électroniques. J'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de médecins qui pratiquaient, qui n'étaient pas sous l'assurance publique. Les chiffres de 2019, c'était 500 médecins qui ne participent pas sous la RAMQ. Donc, MQRP trouve qu'il faudrait vraiment maintenir l'étanchéité entre les médecins qui participent à la RAMQ et qui ne participent pas pour essayer que cette statistique-là ne continue pas à augmenter et qu'il y ait de moins de médecins possibles qui travaillent hors RAMQ, qu'on les garde au public. Ensuite, éviter les formes de prestations privées qui sont potentiellement dommageables pour le système de santé. Un peu comme j'ai parlé tout à l'heure avec les GMF, qui sont un financement public, mais une prestation privée, il faut essayer de diminuer tout ce qui est prestation privée. Puis finalement, c'est d'encourager la participation des citoyens au débat. Parce que dans un système de santé publique, c'est super important que les usagers participent à ce débat-là parce que c'est eux, à la fin de la journée, qui reçoivent les soins. Ils ont leur mot à dire certainement. Puis dans un système privé,
L'objectif, c'est le profit. C'est certain qu'il va y avoir moins de participation citoyenne, qu'il va y avoir moins de démocratisation, que les gens auront moins leur voix à comment est-ce qu'ils veulent que leur système de santé fonctionne. Nous, on encourage vraiment un système de santé publique qui laisse beaucoup de place aux patients, patientes à le faire grandir, puis à voir comment est-ce qu'ils veulent que ça évolue. Donc, on est à la fin de la présentation. Je ne sais pas si on peut prendre, il y a 2 questions qui sont dans le chat. Il y en a une en français et en anglais. Je peux prendre celle en anglais, puis il y en a une prendre celle en français. Et par la suite, on va mettre fin à la présentation. À moins que ça va réduire le temps de pause entre les présentations. On pourrait peut-être demander ce qu'en pensent les coordinateurs. Je pense qu'on pourrait prendre genre 3-4 minutes, 5 minutes maximum de la pause pour répondre aux questions. Ça vous convient? Donc, je viens peut-être répondre à la question qui est: existe-t-il une corrélation entre les politiques des soins de santé privatisés et la gestion de la crise du coronavirus? Il n'y a pas d'études qui ont montré encore est-ce que les pays qui ont une plus grande part de privé ont moins bien géré ou mieux géré la crise du coronavirus, parce que c'est encore trop récent. Tout ça, je pense qu'il va y avoir des études qui vont sortir dans les prochains mois, prochaines années. Ça va être très intéressant. Mais déjà, on voit des indices que, même ici sur le terrain, que le privé ne gère pas bien la crise du coronavirus. Au Québec, on peut penser à tout ce qui se passe dans les CHSLD, dans les résidences de personnes âgées pour aînés. On a vu que c'est majoritairement dans les résidences de personnes âgées pour aînés qu'il y a des problèmes de ressources humaines, des problèmes d'organisation. Donc, ça montre que souvent, les cliniques privées ou les résidences pour personnes âgées privées ne sont pas préparées à ce qu'il se passe quelque chose de grave, parce qu'ils sont toujours dans l'optimisation du profit, donc en faire le moins possible. Donc, quand arrive, ça peut fonctionner quand les choses sont stables, sauf que quand les choses sont instables, qu'il arrive une pandémie, mais ils ne sont pas prêts à répondre à ça. On l'a vraiment vu ici avec les CHSLD. On le voit aussi avec l'équipement médical, mais ça, Juliane en a parlé un petit peu tout à l'heure, que à cause qu'il y a beaucoup de sous-traitance d'équipement médical dans les hôpitaux qui est faite par le privé, bien, on ne garde pas beaucoup d'équipements en stock parce qu'on ne veut pas payer l'entreposage. Bien là, quand tout à coup il y a une pandémie, on n'est pas prêt à ça, puis on a besoin de millions de masques, puis on n'en a pas parce que c'est pas le gouvernement qui a décidé à quel point on allait avoir d'entrepôts d'équipement médical entreposé. C'est pas le gouvernement qui a décidé, c'est les sous-traitants privés qui ont décidé. Puis ça, c'est juste quelques petits exemples, mais je pense qu'au cours des prochains mois, on va avoir des statistiques et des études qui vont plus nous éclairer par rapport à ça. Juliane, veux-tu répondre à la question en anglais? Je crois que son écran a gelé, donc je vais répondre aux questions. Vous me direz quand il faut que j'arrête les cordeaux. Donc, la question c'est: Are there MDs that work in both systems? Oui, il y a des médecins qui travaillent dans les 2 systèmes. La majorité de ces médecins-là, c'est des médecins qui peuvent faire des actes différents au système public qu'au système privé. Par exemple, les chirurgiens plastiques peuvent faire au public des chirurgies pour les grands brûlés ou, je ne sais pas, des chirurgies de la main qui sont nécessaires, couvertes par le public, mais ils peuvent aussi travailler au privé, faire des injections de Botox qui ne sont, ou autres soins non médicalement nécessaires qui n'est pas couvert par le public. Donc oui, il y a des médecins qui travaillent dans les 2 systèmes. Ensuite, il y a une question qui demande: ne serait-il pas plus avantageux d'avoir les 2 systèmes et de profiter des bénéfices que chacun apporte? Bien, à MQRP, notre association, on croit vraiment que non, que c'est pas possible en fait d'avoir ces 2 systèmes qui évoluent en parallèle. Puis c'est un peu le principe des vases communicants que Juliane a expliqué tout à l'heure, c'est que l'un va drainer les ressources de l'autre. Avoir ces 2 systèmes-là en parallèle, c'est faux de dire qu'ils ne communiquent pas entre eux, puis que le privé peut agir complètement indépendamment. Ce que le privé fait va affecter le public et vice-versa. Puis nous, on croit que pour avoir une médecine qui est égalitaire, qui permet à tout le monde d'en profiter, même les plus démunis, c'est le système public qui va apporter ça. Je pourrais répondre plus longuement, mais étant donné qu'il y a d'autres questions, je minimise ma réponse à ça.
Ensuite, une question. Qu'entendez-vous par centre ambulatoire public? Donc, centre ambulatoire public, c'est une clinique qui accepte des gens qui n'ont pas de rendez-vous, qui n'ont pas de médecin de famille. Parce qu'au Québec, comment ça fonctionne? Beaucoup de gens sont attitrés à un médecin de famille, puis ils peuvent aller voir ce médecin de famille-là en sans rendez-vous, juste dans les cliniques auxquelles ils sont attitrés. Mais quelqu'un qui n'a pas de médecin de famille, c'est super difficile pour lui de trouver un médecin parce qu'il y a un rhume ou quelque chose comme ça. Ensuite, Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Puis, il y a une question qui demande, pour le moment, qui contrôle la crise pandémique, l'État, le privé ou les deux? Bien, en ce moment, qui prend les décisions par rapport à ce qui est fait dans le système de santé, c'est le gouvernement, donc c'est le système public majoritairement. C'est sûr que les instances privées ont leur rôle à jouer, par exemple dans les résidences pour les résidences de personnes âgées privées, ben, c'est eux qui essaient de répondre à la crise le plus qu'ils peuvent, mais les décisions des autres instances, c'est des décisions publiques, des décisions du gouvernement. Puis, juste pour aussi parler de ça, c'est que beaucoup de la gestion des établissements, des soins. Bon. Donc, beaucoup des établissements ou des soins, c'est contrôlé par le public, mais la gestion des équipements médicaux, la gestion des médicaments, la gestion de toutes ces choses qui sont attenantes au système de santé, c'est toutes des compagnies privées qui font ça. Et donc, par exemple, le coût moyen d'un ventilateur a augmenté de comme 20 000 pendant la crise. Et donc, les entreprises privées, par leur logique de profit, vont mettre les bâtons dans les roues dans les soins de santé publique. Et donc oui, la crise est gérée par le public, mais le privé va faire des effets qui sont délétères au niveau de la gestion de la crise. Donc, c'est tout. Merci beaucoup d'être venu. Si vous voulez aller sur le site de MQRP, vous pouvez aller sur Google, chercher MQRP. Sinon, le site, c'est mqrp.qc.ca. Sur ce site-là, on a beaucoup de documents qui parlent des différentes facettes de la privatisation dont on n'a pas pu nécessairement mentionner aujourd'hui, mais on parle des médicaments, on parle de l'accès pour les populations les plus vulnérables comme les toxicomanes, les réfugiés, les travailleuses du sexe, etc. Les différentes technicalité de gestion, l'accès aux soins de psychologues, toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez vous informer plus sur ce sujet, allez sur notre site Internet. Il y a plein de documents, des entrevues qu'on a fait, du militantisme qu'on a fait dans le passé, nos apparitions dans les médias. Puis, voilà. Puis aussi, j'aimerais mentionner que sur ce site-là aussi, vous pouvez vous inscrire à MQRP, puis ça fait qu'on envoie des infolettres quotidiennement, des revues de presse avec qu'est-ce qui se passe au niveau de la privatisation au Québec. Ça vous permet de lire nos rapports annuels et tout ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était un plaisir de présenter avec vous. Puis, je vous souhaite une bonne suite pour les autres conférences.